juin et décembre 1966. 80 km d'autoroute en béton, reliant deux importants tronçons déjà terminés de l'autoroute A6 Paris-Lyon, sont construits en un temps record. Ce sont les techniques et les méthodes de contrôle utilisées pour la mise en œuvre de la grave ciment et du béton que nous allons étudier au cours de ce film. Ce tronçon Nemours-Auxerre est réparti en 4 sections. La première, de Nemours, fin de l'autoroute construite à la sortie sud de Paris, à Aigre-Ville. Longue de 18 km, cette section dépend des ponts et chaussées de Seine-et-Marne. La centrale béton est disposée au milieu du lot. La seconde, d'Aigre-Ville à Courtenay. Longue de 20 km, dans le département du Loiret. Centrale à béton bien disposée au centre du lot. La troisième section, de Courtenay à Sepaux, soit 17 km, et la quatrième, enfin, de Sepaux à l'autoroute Apoigny-Jasperce, déjà construite, de 25 km. Ces deux lots, sur le territoire de Lyon, comportaient 2 centrales à béton. Les travaux de terrassement pratiquement terminés sur l'ensemble du chantier en mai 66, la construction des chaussées commence immédiatement. L'approvisionnement en granulats nécessite une mise en œuvre à la dimension des chantiers de cette importance. Aussi a-t-on résolu d'extraire les matériaux, chaque fois qu'il était possible, à proximité des chantiers. C'est ainsi qu'à 20 km de Nemours, la balastière de Soupe fut mise en activité. Le terrain alluvionnaire dans la vallée du Loing se prêtait à l'extraction de sable et de granulats silico-calcaires de dimensions variées. À proximité de la balastière, on installe une centrale mobile de grande capacité. À elle seule, elle est capable d'approvisionner 2 chantiers en grave pour fondation et l'équivalent d'un chantier en granulat pour béton. À la hauteur de Joigny, cette fois en bordure de Lyon, on ouvre également une balastière qui a permis d'alimenter un chantier en grave pour fondation et 2 chantiers en sable pour béton. Les granulats sont triés par catégorie de granularité. Le sable est soigneusement lavé. Enfin, à proximité d'Auxerre, une installation mobile alimente un chantier en grave. La fabrication de la grave ciment est assurée par des centrales de type très divers. C'est ici une centrale Blaunox moderne. Elle offre l'avantage de doser en continu, en fonction du poids de la grave pesée sur le tapis transporteur, la quantité de ciment envoyée vers le malaxeur. Ici, c'est une utilisation intéressante d'une centrale dont la vocation est essentiellement la fabrication du béton que l'on utilise pour la fabrication de la grave ciment. Elle est constituée de 2 malaxeurs verticaux à coquilles ouvrantes. L'approvisionnement se fait alternativement dans l'un ou l'autre des malaxeurs. Les différents constituants sont dosés par pesée de façon automatique. Les poids sont préalablement programmés sur les cadrans des bascules. Le malaxage terminé, les coquilles s'ouvrent et la grave ciment descend par gravité. Le camion qui a pris position sous la centrale est chargé avec rapidité.
La capacité de cette centrale est d'environ 400 tonnes par heure. Avant de voir d'autres types de centrales, arrêtons-nous un instant sur les différentes méthodes utilisées pour la mise en œuvre de la grave ciment. Sur ce chantier, par exemple, la grave ciment est posée suivant un procédé traditionnel. Les camions déversent le matériau. Une niveleuse assure l'épandage des 15 cm de grave ciment et un premier réglage à une cote légèrement supérieure à celle sous le contrôle de géomètre. La chaussée réglée et soigneusement compactée. Mais la mise à la cote prévue de la surface nécessite un fin réglage avant la pose de la couche de béton. C'est ce qu'assure cette machine fabriquée par la société Guris. Elle est constituée essentiellement d'une lame orientable en hauteur et en direction. De fortes griffes arrachent la couche superficielle, tandis que la lame arrase la grave à la cote prévue. Une vis sans fin évacue la grave ciment excédentaire sur le côté. La mise à hauteur de la lame est assurée par un palpeur se guidant sur un fil tendu sur un des côtés de la chaussée. Ce palpeur agit sur des vérins porteurs de la lame. La largeur de la machine, qui n'excède pas 4 mètres, nécessite un double passage en largeur. Elle se guide alors sur la surface établie au premier passage. Le principe de cette machine, qui consiste à araser la surface une fois les matériaux mis en place et compactés, peut paraître idéal. En fait, la bonne qualité du travail est conditionnée par la marche en continu de la machine et l'enlèvement d'une couche de grave ciment de faible épaisseur et de consistance homogène. Ces conditions n'ont pas toujours été réunies sur le chantier. En outre, la grave ciment rabotée se trouve dégradée. On utilise sur cet autre chantier un procédé différent. Cette machine, qui est un simple spreader élargi à 8,50 m, assure à elle seule l'épandage et la mise à niveau de la grave ciment sur toute la largeur de fondation de 8,50 m. Elle est essentiellement constituée d'une lame dont la mise à hauteur est assurée par un palpeur se guidant sur un fil et qui agit sur les vérins porteurs de la machine situés sur les roues directrices. La capacité de cette machine automotrice est très élevée. Elle n'est en fait limitée que par les possibilités d'approvisionnement. La machine nivelle des matériaux non compactés. Pour que le résultat soit correct, il est indispensable que les matériaux soient homogènes afin que leur tassement par compactage soit uniforme. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il est nécessaire d'effectuer un réglage complémentaire à la niveleuse. Un compactage puissant donne à cette couche de grave ciment des caractéristiques mécaniques élevées. Afin d'éviter sa dessiccation trop rapide, la grave ciment est ensuite enduite d'une émulsion de bitume, puis sablée. Nous ne voudrions pas quitter cette phase importante de la fabrication et de la mise en œuvre de la grave ciment sans citer des centrales plus traditionnelles utilisées en majorité sur ces chantiers. Celle-ci, avec son malaxeur horizontal et son système de pesée automatique des constituants, est une installation de bon débit assurant 400 tonnes à l'heure. La mise en œuvre de la grave ciment sur plusieurs chantiers de tronçons d'autoroute est faite grâce à une machine à coffrage glissant utilisée aussi pour la pose du béton. La Slipform, Günther et Zimmermann. La grave ciment est déposée en tas en avant de la machine par les camions et régalée grâce à un petit pousseur. Le profil de la couche est réglé avec précision. Pour cela, la machine se guide sur des fils tendus de part et d'autre de la chaussée. Les palpeurs situés aux 4 angles
agissent sur les vérins porteurs de la table d'extrusion sous laquelle la grappe ciment est comprimée. Quelles sont les caractéristiques essentielles de cette machine? Elle a été utilisée de deux manières différentes. Ici, la Günther de Zimmermann se déplace sur la grappe ciment une fois mise en place, ce qui oblige en particulier à effacer les traces de ses chenilles. Sur cet autre chantier, la Günther repose directement sur la forme des terrassements. Le bac à l'avant ne met en place que la largeur de grappe ciment correspondant à la largeur de la fondation. Que ce soit avec l'une ou l'autre des techniques, la grappe ciment, qui en même temps qu'elle est nivelée par la machine, subit un pré-compactage, n'a plus besoin d'être réglée. Toutefois, un compactage complémentaire est exécuté à l'aide d'engins traditionnels. Avant d'étudier les méthodes de fabrication et de pose du béton, notons que les gros granulats composant le béton mis en place sur les chaussées de Lyon provenaient du concassage de roches calcaires. La formule comportait pour 1 mètre cube de béton, outre 300 kg de ciment, 670 kg de cailloux calcaires 25-50, 530 kg de gravillon calcaire 6,3-25 et 705 kg de sable silico-calcaire 0,5. L'emploi de ces granulats et d'adjuvants appropriés a permis d'obtenir un béton ayant une bonne résistance à la fissuration, un retrait dans les premières heures faible, un sciage facile. Les caractéristiques mécaniques et la résistance au gel sont excellentes. L'utilisation de granulats calcaires nécessite l'ouverture de 2 carrières situées au sud d'Auxerre. Leur exploitation exige la mise en place d'installations de concassage et de lavage importantes. Les granulats pour béton, précisons-le, sont lavés. Le transport est essentiellement assuré par camion. Mais il faut également prévoir un stockage de ciment. La construction des 40 km de chaussée de Lyon nécessite l'approvisionnement journalier de 1200 tonnes de ciment nécessaires à la consommation de 2 centrales à béton et de 2 centrales à grappe ciment. On établit spécialement un embranchement de voies ferrées près de la gare de Joigny pour alimenter 6 silos de 350 tonnes de stockage chacun. Tous les jours, un train spécial déverse le ciment en vrac. Une cavalerie de camions-citernes assure la liaison avec les chantiers. Le béton est fabriqué dans des centrales de types différents. Nous reconnaissons la centrale que nous avons vue fabriquer de la grappe ciment. Son fonctionnement est identique. Une gâchée de 3 mètres cubes de béton sort de la machine toutes les 50 secondes. En même temps que les granulats sont injectés dans le malaxeur le ciment, l'eau et les adjuvants. Par mètre cube de béton, on emploie 300 kg de ciment et 145 litres d'eau. Un entraîneur d'air et un plastifiant sont constamment employés. Le plastifiant permet en particulier de diminuer la quantité d'eau, donc d'améliorer la résistance mécanique et de limiter le retrait tout en facilitant la mise en œuvre. L'entraîneur d'air augmente la thixotropie du béton et rend sa mise en place facile par des machines à coffrage glissant. Il protège par ailleurs le béton contre le gel. Un autre type de centrale est utilisé sur ce chantier. Elle est approvisionnée en granulats par 3 tapis transporteurs disposés en étoile autour d'une trémie centrale.
Les granulats, classés par catégorie, tombent sur une bascule qui les pèse automatiquement. Ils sont ensuite introduits dans le malaxeur. Le ciment, l'eau et les adjuvants sont également mesurés avant leur introduction dans la bétonnière et le bon déroulement des opérations est contrôlé par un opérateur. Des contrôles permanents débordant largement les contrôles contractuels ont été exécutés par les laboratoires des ponts et chaussées, cherchant à mieux connaître le comportement futur du béton en étudiant l'influence de tous ses constituants, de sa fabrication et de sa mise en œuvre. Ainsi, cette centrale est équipée d'un enregistrement numérique sur bande perforée qui sera exploité sur ordinateur. Il comporte les renseignements relatifs à chaque gâchis: température de l'eau, température du ciment, température extérieure, direction et vitesse du vent, poids de chacun des granulats, poids de l'eau, poids du ciment. L'appareil que nous voyons ici, dénommé par certains constructeurs hydromètre, est un wattmètre. Il enregistre la puissance instantanée nécessaire pour entraîner le malaxeur de la bétonnière. Cette puissance est en effet liée à la classe granulométrique et à la quantité des granulats introduits, à la quantité de ciment et d'eau mélangés, ainsi qu'à la durée du malaxage. L'enregistrement permet d'étudier le déroulement du cycle de fabrication et de se rendre compte de fautes graves dans le dosage du béton. Le but principal de l'appareil est de vérifier la teneur en eau du béton, qui est l'élément le plus important et le plus variable de sa fabrication. Pour un poids total de gâchis constant, il renseigne très précisément sur la consistance du béton. Ainsi venait s'ajouter aux contrôles instantanés en place sur la totalité des installations l'enregistrement de phénomènes jugés intéressants à la fabrication comme à la mise en œuvre. Comme on le conçoit, qu'il s'agisse d'approvisionner les centrales ou d'alimenter les machines de pose, les transports occupent une place importante dans l'organisation des chantiers d'une autoroute moderne. Sur les chantiers même, la discipline est sévère. Des pistes de chantier montantes et descendantes doivent être maintenues constamment en état pour desservir les différents points du chantier. La circulation n'est pas aisée, surtout lorsque la qualité des matériaux de couche de forme est médiocre, alors que le rythme de rotation des camions doit être le plus élevé possible. Mais l'ennemi essentiel de toute piste est évidemment l'eau. Malgré un drainage soigné, la circulation de camions chargés devient excessivement difficile après une pluie. Il est plus sage parfois d'arrêter pendant quelques heures le chantier plutôt que de détruire la piste, artère indispensable. Si toute la circulation de chantier se fait sur la piste implantée dans l'axe du terre-plein central, il était toutefois nécessaire d'emprunter des routes ouvertes à la circulation normale, en particulier pour l'approvisionnement des chantiers en granulats. Lorsqu'il est nécessaire, ces voies sont préalablement renforcées pour adapter leurs caractéristiques aux transports lourds et intensifs qu'elles sont amenées à subir. La mise en place du béton sur tous les chantiers de cette autoroute est faite par des machines à coffrage glissant. Le béton est amené devant cette machine, la Rex, machine simple et de bon débit. Elle avance grâce à des chenilles reposant directement sur la couche de fondation. Cette machine étale une épaisseur constante de 25 cm de béton. Il est donc nécessaire que la grave ciment soit réglée avec le maximum de précision. Un bouclier à l'avant étale le béton. Il est vibré avant de passer sous la table d'extrusion. À la sortie, le béton est lissé par un tapis de caoutchouc oscillant. Il est maintenu sur 6 ou 7 mètres entre des coffrages solidaires de la machine et progressant avec elle. On règle le béton à la règle à long manche de 3 mètres et l'on parfait les bords à la taloche. Le béton frais subit ensuite un ensemble de traitements que nous verrons ultérieurement. On remarque au passage la bonne tenue des bords de dalle, due en particulier à la composition soignée du béton et à l'emploi d'adjuvants appropriés. Le béton subit divers tests lors de sa mise en place. En plus des essais de consistance au cône d'Abraham et au Kelly Ball, la teneur en air occlus est systématiquement mesurée. Après le passage de la machine, la teneur en air occlus du mortier en surface
est contrôlé à l'aide de deux appareils. Le premier est le Concrete Air Indicator que nous voyons ici. On remplit une coupelle de 3 cm3 avec du mortier. On remplit la seringue d'alcool isopropylique. On la referme avec la coupelle formant bouchon. On agite pour libérer l'air occlus qui s'échappe sous forme de bulle. On lit sur le tube gradué la teneur en air occlus du mortier. Le second appareil, la seringue Le Sage, donne des renseignements identiques. Ces renseignements sont précieux. Il est intéressant en effet de savoir ce que devient la répartition de l'air occlus du béton après passage dans la machine. Le mortier de surface est le plus sensible au gel. Il est donc nécessaire de s'assurer que l'air occlus y est en quantité prévue. Concurremment à la recherche de procédés de contrôle du béton toujours plus précis et dont nous verrons d'autres applications, on a étudié des méthodes d'organisation des chantiers à la recherche d'une meilleure productivité. C'est ainsi que cette société eut l'idée d'expérimenter pour l'approvisionnement régulier de sa machine Rex un système constitué de 2 traîneaux chargés de régaler le béton en une couche d'épaisseur constante sur la largeur de la machine. Le crochet du camion verseur tire le traîneau pendant le temps où se déverse le béton. En plus de la règle à long manche de 3 mètres, on utilise souvent sur ces chantiers, pour parfaire la rectitude du profil de la chaussée, un tube d'aluminium rectifié tiré en travers. Une toile de jute passée sur le béton frais assure ensuite un fin striage longitudinal. La qualité des produits de cure et leur mise en place de façon homogène est un souci constant. Il est essentiel en effet que le béton soit protégé d'une manière efficace contre une dessiccation qui nuit à ses caractéristiques et qui est de plus génératrice de retraits importants. Sur la plupart des chantiers, le produit de cure employé avait également la propriété intéressante de former une véritable membrane protectrice du béton frais. Les chantiers qui avaient utilisé la slipform Günther Zimmermann pour la pose de la grappe ciment l'utilisèrent évidemment pour la pose du béton. Cette machine est employée ici en 11 mètres de largeur. Par forte chaleur, on pulvérise de l'eau pour éviter que la couche de fondation ne boive une partie de l'eau de constitution du béton. Le fonctionnement de cette machine est identique qu'il s'agisse de grappe ciment ou de béton. Pour compléter les contrôles faits en centrale ou sur le chantier, on a équipé cette machine d'un enregistreur qui, concurremment avec l'emploi d'un magnétophone, permet de connaître l'heure exacte de la mise en place et la position précise de chaque gâchis. L'enregistrement, dont le déroulement est fonction du temps de marche, donne 3 renseignements. La puissance absorbée par les paires vibrateurs, la position de la machine tous les 3 mètres, les stops de début de fonctionnement du magnétophone, sur lequel sont enregistrés en particulier les numéros des camions transportant le béton et les différents ennuis du chantier. Ainsi est-il possible de suivre une fabrication en connaissant toutes les variables. Or, il faut encore étudier les phénomènes internes pendant le temps de prise du béton. C'est pourquoi on noie dans son épaisseur des sondes thermométriques.
à des appareils d'enregistrement alimentés par batterie, elles permettent de connaître la température du béton à différents endroits de la dalle. Un seul appareil enregistre les renseignements provenant de 3 sondes. Il enregistre également en permanence la température atmosphérique et la température d'un corps noir. Revenons à la Günther, qui est équipée d'un coffrage glissant encore plus court que celui de la Rex, sans préjudice pour la tenue du béton. Il est à remarquer qu'une plaque vibrante est accrochée à l'arrière de la machine et que la toile est elle-même fixée à cette plaque. Cette machine est équipée pour permettre la pose de joints longitudinaux. 2 bobines, dans le cas d'une chaussée de 11 mètres, débitent un ruban de néoprène qui vient effleurer en position verticale le niveau du béton. Un sabot vibrant met en place le joint et nivelle convenablement le béton de chaque côté de celui-ci. Quand la prise du béton est suffisante, variable suivant les conditions atmosphériques, il faut le scier pour éviter que le retrait n'occasionne des fissures disposées de façon anarchique. La dalle de béton est sciée d'abord transversalement sur 5 cm d'épaisseur. 2 types de machines sont employées. Celle-ci, monolame, est cependant de grand débit. Cette machine automotrice, dont la mise en place est très rapide, est dotée de 4 lames travaillant en alignement. Elle permet de scier 1200 mètres à l'heure de béton confectionné à l'aide de granulats calcaires. Enfin, pour les machines qui ne posent pas de joint au coulage du béton, il est nécessaire de scier un joint longitudinal. Il est apparu intéressant de déterminer à quel moment précis se fissure le béton au droit d'un joint. 2 méthodes différentes sont expérimentées. Dans la première, 2 bobines sont posées sur la dalle, une de chaque côté du trait de scie. La fissuration du béton entraîne l'écartement des lèvres du joint, donc le déplacement relatif des bobines. Ce déplacement engendre un courant induit qui est enregistré. Il est possible alors de relever exactement l'heure de l'ouverture du joint. La deuxième méthode est basée sur la détermination de l'heure de la rupture d'un enduit conducteur placé sur le flanc de la dalle à l'endroit où la fissure est prévisible. Plusieurs détecteurs sont branchés sur le même appareil enregistreur qui les sonde l'un après l'autre sans relâche. Lorsque le joint n'est pas ouvert, le courant passe et l'enregistrement correspondant est rectiligne. Au moment de l'ouverture du joint, l'enregistrement montre une discontinuité. Le courant ne passe plus, l'enduit conducteur est cassé. Toutes ces mesures sont délicates et incertaines dans les conditions réelles d'exécution des chantiers. Pour éviter les infiltrations d'eau sous le béton et les dégradations qu'elles peuvent produire, il est nécessaire de rendre les joints étanches. En dehors des méthodes de remplissage à l'aide des mastiques bitumineux classiques, on a expérimenté la mise en place de profilés creux en néoprène. Cette machine, expérimentale elle aussi, enfonce le profil dont les faces latérales ont été préalablement enduites d'une colle spéciale. Cette technique, qui consiste à mettre en place pour combler un volume variable, un dispositif de volume lui aussi variable, est appelé un grand avenir. Toutefois, le collage et la mise en place du profilé nécessitent encore une mise au point. Les derniers contrôles concernent le comportement de la chaussée proprement dite et se poursuivront pendant longtemps. Ici, avant le bétonnage, un essai de plaque sur fondation en grave ciment. Une plaque ronde est appuyée sur le sol par l'intermédiaire d'un vérin hydraulique.
La pression sur le sol étant connue, la mesure à l'aide du comparateur de l'enfoncement de la plaque permet de calculer un coefficient fonction de la portance de la surface étudiée. Ici, on mesure la déflexion d'un bord de dalle en lui appliquant une force représentée par la roue d'un camion chargé. Un système optique permet de mesurer cette déflexion grâce à un dispositif dont l'axe subit une rotation en fonction des mouvements de la dalle. Les déformations longitudinales de la chaussée ont été par endroits relevées graphiquement à l'aide de la règle de 50 mètres. Le chariot entraîne un diagramme. Une roue se déplaçant sur la chaussée trace en continu le profil de celle-ci. Cet appareil, qui évite de faire le relevé point par point, deviendra intéressant lorsque sa mise en station sera plus rapide. Les irrégularités dans le profil de la chaussée sont décelées, comme le cahier des prescriptions communes l'exige, à l'aide de la règle roulante de 3 mètres et du viagramme, ici en action. Le stylet trace le viagramme. Les compteurs enregistrent la longueur des déformations supérieure à 5, 10, 15 mm. Cet appareil est utilisé en France pour la première fois. C'est le profilographe californien. Il s'agit en fait d'une règle roulante d'environ 8 mètres disposant d'un système d'enregistrement du profil. Une roue palpeuse située au milieu de la règle transmet ses déplacements verticaux au stylet de l'enregistreur. Le diagramme est ensuite exploité à l'aide de réglettes spéciales. Pour l'instant, il semble que les renseignements donnés par cet appareil soient très supérieurs à ceux fournis par la règle roulante de 3 mètres et plus facilement exploitables que ceux donnés par le viagraphe. Il permet de comparer valablement le surfaçage de nos chantiers et ceux des chantiers américains. À l'aide des graphiques, on calcule un indice de profil donnant une note à la chaussée et on détermine les zones devant être rabotées. Depuis plusieurs années, les résultats obtenus dans le domaine de la qualité de roulement donnent entière satisfaction aux usagers. Les études et recherches qui ont été poursuivies sur ces chantiers doivent permettre à l'avenir, tout en maintenant cette qualité, de supprimer les derniers aléas qui subsistent dans l'exécution des joints et dans la protection du béton contre la fissuration. Elles doivent permettre aussi de perfectionner les méthodes de fabrication pour obtenir le béton le plus régulier dans les conditions les plus économiques.